Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 25 octobre 2025 et je vais vous présenter un projet sur lequel je bosse depuis pas mal de temps, qui est le grand jeu des conquêtes. Alors, je vais vous lire quelques passages et aussi je vais vous lire quelques passages de l'histoire principale, ainsi que de l'autre livre qui sera dédié au lore. Voilà. Donc, c'est parti, mon petit kiki. Je me demande comment on peut faire des incrustations d'images pour... J'avoue que ce serait pas mal. Suis-je bête? Suis-je bête, mais je sais comment faire. On va mettre dans image. J'espère que vous allez bien. Cette rentrée froide. Ce mois d'octobre. Projet grand jeu du conquête, oui c'est ça, c'est ça. Je vais vous mettre... Ah ça. Ouh, non, ça c'est mieux. Ça c'est bien mieux ça comme image, vraiment. Ouh, un petit problème avec le... Attends une minute. Un instant. Voilà, comme ça. Comme ça. Tu vois, puis l'image, je vais la mettre comme ça, et puis ensuite je vais, une fois que ce sera terminé, je pourrai vous lire quelques passages afin de vous présenter le livre. Bon, par contre, un petit problème. Attendez, un petit problème. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions. Les solutions à des problèmes. Bon, là c'est bien. C'est pas parfait, c'est sûr, hein. Mais c'est ce que j'ai de mieux, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu chelou quand même, c'est un petit peu chelou. Le problème c'est que c'est pas... Non, on va prendre autre chose, dans un format différent. Voyons... Ah, mais oui. Mais oui. Suis-je bête? La carte. La carte. Je suis la carte. Et moi, je vais mettre ici. Voilà. C'est juste pour présenter. Ah, c'est esthétique. C'est très esthétique. Pour rien. Voilà. Parfait. Putain, j'ai une idée. Mais est-ce que ça ferait pas un peu trop? Mais ça ferait esthétique. Je vais traiter. Oh putain, tant pis. Là, tant pis pour le cosplay. Parce que... ouais. Il faut que je fasse un truc qui s'appelle lire quelques passages texte du tome 1. Et ça. Donc, je vais vous lire quelques chapitres, mais genre vraiment quelques bribes. Hein, ne vous attendez pas à ce que je lise tout le livre. Il est hors de question parce que ça va prendre genre des jours. Des jours quoi. Le meilleur passage. Les meilleurs passages c'est quoi? Voyons voir. Peut-être la qualité. Non, pas ça. Je vais pas vous lire ce chapitre, il y a d'autres questions. Il va falloir que vous découvriez par vous-même. Par contre, ce chapitre est pas mal. Pas mal. Sans être... voilà. Donc, chapitre 28. Le retour à la maison. Sur une terrasse, le roi de Beauclair se repose, assis à une table luxueuse, buvant du vin et contemplant le paysage. Soudain, un serviteur s'incline et lui dit :
Louis Lafayette est ici, avec 3 chevaliers et une femme. Mon sire. Sans que le roi ait le temps de répondre, Louis Lafayette apparaît devant lui. Ah, enfin! Cela fait longtemps que je n'avais pas eu le plaisir de votre visite, Louis, dit le roi avec un sourire. Sire, vous m'avez envoyé en mission pour libérer une femme. Eh bien, la voici. Elle s'appelle Susanna Dravenova. Enchanté, sire, répondit Susanna en s'inclinant. Louis ajouta d'un ton grave. J'ai perdu 4 hommes. 4 valeureux chevaliers sont morts pour la libérer. Les 3 qui sont ici sont les seuls survivants du commando que j'avais monté. Le roi, visiblement touché, répondit. Asseyez-vous, madame. On m'apporte du vin et une assiette pour madame. Un serviteur partit aussitôt vers la cuisine. Merci, majesté, dit Susanna, reconnaissante. Racontez-moi tout, demanda le roi. Après quelque temps passé à relater leur périple, le groupe reprit la route. Louis Lafayette chevaucha avec assurance, tandis que Susanna y assise en Amazone devant lui, partageant la même monture, prenant la direction du château Aria. Louis Lafayette dit « Madame Susanna, êtes-vous sûre de ne pas vouloir retourner chez vous ?» Susanna répondit « Tant qu'Antoine d'Orque est vivant, je ne me sentirai pas en sécurité chez moi. » Louis réplique avec détermination « Je fais le serment devant les dieux que je tuerai cet Antoine d'Orque qui vous cause tant de peur. » Susanna sourit et enlace son sauveur avec reconnaissance. Arrivé au château, Louis Lafayette donne une chambre à Susanna. Voici votre chambre, c'est l'une des meilleures du château. Susanna, d'un ton presque arrogant, répondit « Je désire la meilleure. » Louis sourit et réplique « La meilleure, c'est la mienne. » Je désire alors votre chambre. Louis Lafayette se penche légèrement, riant un peu. Faites comme chez vous, Susanna. Sachez que je suis votre plus grand admirateur. Le vassal s'en va. Louis prend un bon bain, puis retourne dans sa chambre et il fait une petite sieste. Après un moment, la petite fée apparaît et lui chuchote à l'oreille « Tu es amoureux d'elle ?» Louis Lafayette allongé murmure « Oui, je l'aime. » Voilà. Petit passage de chapitre numéro... Donc ça c'était un chapitre du numéro 28. Ouais. Numéro 28, si je ne me trompe. À moins que je me trompe. Donc, voilà pour l'un des chapitres. Ce n'est que 1% du livre. Plus précisément, ce n'est qu'un chapitre du tome 1. Parce qu'il y aura non pas un tome, mais il y aura 3 tomes. 3 tomes pour le grand jeu des conquêtes. 3 tomes, oui, 3. Est-ce que je vous présente le grand méchant loup? Le grand méchant loup. Pourquoi pas? Et franchement, j'ai bien envie, mais une partie de moi me dit que je devrais peut-être attendre que le livre sorte pour que vous puissiez découvrir le grand méchant. Voilà.
Pour la petite indication vite fait, hein, c'est un mage. Mais c'est pas un mage cliché, ce n'est pas un antagoniste cliché, faut pas déconner. Hein? Il a une histoire. Il y a une histoire qui justifie qu'il soit devenu cruel. Et oui. Pas un méchant qui sort de nulle part comme ça. Alors. Ah là, faut pas déconner, faut pas espérer une seconde. Non. Non. Je déteste les personnages clichés. Je préfère créer des personnages qui ne soient pas, justement, qui ne soient pas clichés. S'il y a du bon, il y a du mauvais. S'il y a du mauvais, il y a du bon. Voilà quoi. Sauf pour les morts vivants. Parce que oui. Dans cet univers, il y a un paquet de mobs. Il y a un paquet d'ennemis. Vous avez les morts vivants. Vous avez... Ah, j'ai un peu oublié. Ah, si. Vous avez les morts vivants. Mais aussi les squelettes. Qui sont principalement au sud. Au sud de la map. Ah, plutôt par là. Bref. Nous avons donc les morts vivants. Les squelettes. Mais aussi les orques. Voilà. Et un tas d'autres créatures que pour l'instant je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant je vous en dis pas plus. Il y a même des sirènes. Par contre les sirènes c'est pas des ennemis évidemment. Il y a des sirènes et des tritons. Sirènes et tritons. Voilà. Voilà. Ça va donner un peu plus de magie. Il faut que je vous lise un passage. Un autre passage. Ça c'est clair. Est-ce que je vous lis un passage Le pharaon répliqua. Le seul ennemi faible que je connaisse, ce sont les squelettes, qui d'après notre déesse Abba, aura gagné en force. Notre déesse Abba. Avec ça, je vais vous aborder le Panthéon. Je vais vous décrire un peu vite fait le Panthéon. Panthéon des dieux. Non, c'est vrai. Un panthéon, c'est pour les dieux. Non. C'est comme dire que l'eau, ça mouille. Incroyable. It's incroyable. It's incroyable. It's all. It's incredible. It's incredible. It's incredible. Donc, on va passer vite fait un peu l'index. Parce que oui, le lore, le livre dédié le codex qui va sortir après va être divisé en chapitres. Lui aussi. Non, c'est vrai. Oui. Donc on va aller dans le chapitre. Domination, non, histoire du monde, magie et technologie, les régions et cultes. Ouais, chapitre 4. Chapitre
Non, qu'est-ce que je raconte? C'est chapitre 6. Espèce de paysan, va. Donc, les religions et cultes. La religion est courte. Est-ce que je prends cet accent un peu bizarre? La religion, elle est courte. Les courtes. Les courtes. Les courtes. Ah. Chapitre 6. Les religions et cultes. Le monde de Skylout repose sur un équilibre fragile entre lumière et ténèbres, entre divinité bienveillante. Peut-être arrêter avec la voix grave. Bref, et force corrompue. À l'origine de toute chose, une déesse unique enfanta le monde. Terra, la mère de tous. Terra, la déesse créatrice. Terra est la première déesse, mère primordiale du monde de Skylout. Bien que de nombreux peuples les peu à peu oubliés, elle demeure vénérée par certains humains, quelques elfes et de rares ordres religieux qui la considèrent comme la source de toute vie. Compassion, équilibre et harmonie sont les valeurs qu'elle incarne. Les enfants de Terra, les dieux de la lumière, chacun de ces enfants donne naissance à un peuple. Arwell, grande déesse des elfes, associée à la beauté, à la sagesse et au chant. Abba, déesse des hommes, protectrice des familles, des royaumes et de la justice. Gimlandis, dieu forgeron des nains, maître de la pierre, du feu et de la bravoure. Faut imaginer un dieu forgeron qui est capable de manier le marteau de forgeron, mais aussi le marteau de guerre. C'est à la fois un forgeron et à la fois un putain de guerrier. C'est un guerrier. Bref. Donc, nous avons aussi Atlantis, déesse des océans, mère des sirènes et des tritons, gardienne des secrets marins. Puis Amma, déesse de la nature, douce, mère des Amazones, fée et alphelin liés aux forêts, à la guérison et à la liberté. Les dieux du mal, car en effet il y a aussi des dieux plus sombres. Enfant d'Erma Umma, à l'opposé de Terra, naquit une entité maléfique sortie du néant. Erma Umma, une force de pure corruption. De lui naquèrent 3 dieux sombres. Missandria, déesse des dryades, ténébreuse incarnation de la séduction empoisonnée et des forêts déchues. Marshtok, dieu brutal et sauvage, père des orques, associé à la guerre, sans honneur et à la cruauté. Ça, faut peut-être que je le refasse. Faudra peut-être que je refasse ce petit passage. Parce que Marshtok, dieu associé à la guerre sans honneur. Ouais. Non, enfin, je vais corriger ça. Associé à la guerre et à l'honneur. Voilà, bon après je corrigerai, mais voilà. D'ailleurs je corrige en même temps. Ouais, vas-y, corrigez. On va corriger. La musique. Bref, on va corriger ça vite fait, va, un petit passage corriger, oui, parce que je corrige avec IA. Écoutez, je suis comme ça, je suis fou, je suis un man mental, voilà. J'écris et puis je corrige avec les IA. Incroyable! Ouf,
Donc, bonjour. Corrige, merci. Marshtok, dieu brutal de la sauvage père des orques, associé à la guerre, à l'honneur et à la cruauté. Ouais, voilà. Là c'est mieux, c'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Voire beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, nous avons Detlef. Dieu des ténèbres, créateur des vampires, seigneur de la nuit et du sang. Voilà pour le petit panthéon. Voilà, bon, c'est pas encore parfait. Hein. Il va falloir que j'affine un peu le tout et que ça soit moins cliché. Parce que par exemple, Marshtok, c'est un peu trop cliché quoi. Il faut qu'il y ait plus d'équilibre. Voilà. Plus d'équilibre. Il y a vraiment personne qui il y a personne. Il y a personne. Je suis-je un spectre de minuit invisible? Oh. Je suis là. Ouais. Ensuite, temple rituel et prière. Chaque peuple honore ses dieux à sa putain de manière. Et oui. Fait ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Les peuples du Skyot. Les humains prient à bas dans de magnifiques temples ornés de fresques dorées. Les elfes chantent les louanges d'Arwell. Dans des sanctuaires de pierre et de lumière, leurs chants d'une beauté envoûtante sont aussi offertes à Abba. Les nains vénèrent Kimondis dans des cathédrales souterraines taillées dans la roche. Les sirènes et tritons consacrent des grottes englouties à Atlantis. Les Amazones, fées et elflins, rendent hommage à Amma. Dans des clairières sacrées, les rituels sont variés, chants, danses, offrandes, fêtes saisonnières, bénédictions de naissance ou de mort, chaque dieu a ses prêtres guerriers sacrés ou druides pour transmettre sa parole. Sa parole. Il n'y a vraiment pas moyen de... Ah, j'allais faire un truc, mais au final, non. On continue. Où est-ce que je reprends? Hein? Donc, comme ça. Ah, comme ça c'est mieux. Lumière. Ah oui, les saints. Certains mortels, par leur foi ou leurs actes héroïques, furent élevés au rang de saints. Par exemple, Sainte Hermiona, une humaine, une religieuse ayant converti des bandits par la seule force de sa parole. Elle refusa les soins d'une maladie mortelle, affirmant que seule la déesse Abba déciderait de son sort. Des miracles furent accomplis en son nom. Sainte Hermiona. Un personnage saint, voilà. Et inspiré d'Hermione Granger. Et vous mettez ça dans la tête. C'est que
cet univers et ce livre sont à la fois de la dark fantasy, mais aussi c'est une espèce de parodie. Voilà. C'est de la dark fantasy avec un bon mélange de références et de parodie. C'est ça mon univers. C'est un bouillon, voilà. C'est une soupe. C'est une soupe avec un goût de fantasy dark, mais aussi de beaucoup de rire. Voilà. C'est à la fois c'est à la fois le sombre et la lumière. C'est le yin et le yang. Voilà. C'est ça. Mon univers, moi, c'est le yin et le yang. Voilà. Est-ce que j'en vois une... Saint-Gurdil? Non. Défendit une taverne avec une telle bravoure que l'ennemi bandit en retraite devant un modèle de courage et de sacrifice. Les saints sont honorés dans des temples et leur histoire servent d'exemple spirituel ou militaire. Mais, pour toute lumière, il y a aussi un côté sombre. Et s'il y a des saints et des religions, il y a aussi de l'autre côté des sectes et des religions interdites. Comme par exemple... Donc, je vais vous faire le petit topo. Donc, sectes et religions interdites. À côté des religions établies, des sectes étranges et parfois dangereuses ont vu le jour. La secte des gros mangeurs, culte bon enfant dédié à un dieu glouton, ils organisent des banquets sacrés dans leur temple. La secte de l'amour, dirigée par la reine Nadrisharda, qui est une référence à Nadrisharda. Je suis un connard. Derrière des discours doux et accueillants, des pratiques sinistres et mystiques sont dissimulées. La secte des marchands de mort. Et là, on touche à une secte un peu plus sombre. Dévoués à la souffrance, au sacrifice humain et aux dieux interdits, ils pratiquent des rituels horribles comme le cannibalisme rituel. Puis nous avons l'un des pires cultes, les cultes des enfants d'Herba Uma. Missandria, Marstock, Detlaf sont formellement interdits. Leurs fidèles se cachent persécutés par les lois des royaumes. Leurs rites sanglants défient tout bon sens. On raconte que certaines femmes sont sacrifiées puis dévorées lors de cérémonies infâmes. Voilà. Bon, après, je vous dis que... voilà. Les cultes des enfants d'Herba Uma. C'est tout bonnement tout ce qui est interdit. Voilà. Tout ce qui est interdit, quoi. C'est un regroupement de tous les cultes de merde dans mon univers. Comme par exemple les cultes des enfants de... Moi, je sais pas. Je vous dis, c'est encore en construction, mais c'est quand même bien avancé. C'est bien avancé. Donc, chapitre 5 et 7, et rejoindre des mythes. Alors oui, mon univers s'appelle Skylout. Pourquoi Skylout? C'est littéralement une référence à Skylout. Ça vous paraît bête, hein, mais c'est une référence à la fois à Skyrim et à Fallout. Skylout. Entre l'esprit moyenâgeux de Skyrim et l'esprit futuriste de Fallout. Ce qui nous fait un équilibre, ce qui nous fait Skylout. Tout simplement. Bethesda, big up. Big up à Bethesda, même si certains jeux sont buggés. Comme par exemple Skyrim. Ça parle mal. Ensuite, qu'est-ce
que je vais pouvoir vous lire dans le lore? Qu'est-ce que je vais pouvoir lire dans le lore? C'est le chapitre 8. Culture et société. Je pense que ça vous en foutez. La culture et les sociétés. Ah, chapitre 9. Et là, ça pourrait vous intéresser. Ça pourrait vous intéresser. Chapitre 9. Conflits et tensions actuelles. Autrement dit, actuelles dans mon univers. On est d'accord. Là, enfin, là, par là, aussi, partout. On commence. Donc, le chapitre conflit et tensions actuelles. Le monde de Skylout est plongé dans une instabilité croissante où guerre, trahison, révolte et les phénomènes occultes annoncent une ère sombre. Partout les conflits se multiplient, chacun menaçant de faire basculer l'équilibre déjà fragile des puissances. Sylvanor contre les nains. Le prince assassiné. Le royaume elfe de Sylvanor accuse les nains d'avoir assassiné le fils du roi Thranduil. Ce meurtre a ravivé une haine ancienne entre les deux peuples. Bien que les nains clament leur innocence, la guerre semble inévitable. Certaines rumeurs affirment qu'un tierce mystérieux aurait orchestré le crime pour déclencher ce conflit. Eh oui. La menace du Nord. Le nécromancien. Au nord, dans un désert glacé et désolé, un gigantesque cimetière ancien a été profané. Un nécromancien redouté s'y est installé et élève une armée de morts. D'après les mages de l'académie de sorcellerie de Moskva, il alimente sa magie noire en sacrifiant des vivants. Des enlèvements de civils sont signalés dans tout le nord. Le but du mage reste inconnu, mais son pouvoir grandit à chaque lune. Les squelettes du sud. Les squelettes du sud, une farce plus qu'inquiétante. Au sud, des armées de squelettes émergent des ruines antiques et attaquent les frontières du royaume d'Égyptomée. Si ces batailles sont pour l'instant ridicules, les squelettes étant trop faibles, les sages craignent qu'il ne s'agisse que d'un échauffement, un prélude à une invasion bien plus grave, voire à l'apocalypse. Mais nous avons aussi la menace orque, une horde unifiée. Chaque année, les orques deviennent plus nombreux et plus forts. Longtemps désorganisés, ils se battent entre eux pour des raisons absurdes, comme cette guerre légendaire entre 3 clans pour la possession d'une esclave elfe. Erronée du sort, les elfes profitèrent de leur querelle pour libérer la prisonnière qui devient plus tard l'épouse du roi Galadriel III. Mais aujourd'hui, les orques ont trouvé un chef puissant et intelligent. Un orque au physique proche d'un humain, robuste, doté de crocs acérés et d'une force surnaturelle. Là, il a uni. Pourquoi c'est elle? C'est débile. Attends. C'est il. Voilà. Il a uni plusieurs clans et mène ses armées avec stratégie. Son ambition, conquérir le sud de Skylout, et cette fois, les orques ne viennent pas désorganisés, mais en marche vers la guerre. Groupes rebelles et mercenaires. De nombreux groupes rebelles se forment en marge de royaume. Ce sont des morts. Des morts. Ce sont des hors-la-loi. Des guerriers rejetés, des
justiciers ou des fanatiques qui se battent pour des causes diverses, nobles ou terribles. Tous rejettent l'autorité des grandes puissances, ne jurant fidélité qu'à leur propre chef ou à leur propre orgueil. Certains se regroupent en compagnie de mercenaires, louant leur service aux plus offrants. Ils sillonnent les terres pour s'enrichir dans ce chaos. Moskva et Ruzgali, la plus fragile. Alors, Moskva et Ruzgali, faut vous imaginer, c'est littéralement, la Russie communiste contre la Russie tsariste. C'est littéralement ça, quoi. Il y a littéralement les Romanov dans l'empire de Moskva. Enfin, la famille qui dirige l'empire de Moskva, donc l'ennemi de Ruzgali, et la famille Romanov. Voilà, les petits points culture. Voilà. Donc Moskva et Ruzgali, la paix fragile. Autrefois unis, les empires de Moskva et de Ruzgali ont été déchirés par une guerre civile sanglante après d'énormes pertes. Une paix fragile fut signée il y a 16 ans. Aujourd'hui, cette paix menace de voler en éclats à cause des divergences politiques grandissantes. Certains espèrent une réunification, d'autres préparent déjà les armes. Et ça pour vous dire que c'est un hiver vachement complet. Et le pire, c'est que c'est pas fini, quoi. Il me reste encore de boulot à faire, hein, sur ce lore. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Qui disais-je? Ah oui, oui, oui. Est-ce que je vous présente la carte? Vous avez vu derrière là, hein? Enfin derrière. Faut vous prendre quoi. Voilà. Voilà. Donc voici la carte. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a de multiples royaumes ou empires. Alors l'empire de Moskva et l'empire de Ruzgali sont ici. Hein, ils sont voilà, là. Ouais, ils sont au nord. Bref, de toute façon, on savait lire. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, ça veut dire, donc voilà. Et nous avons, j'ai ajouté un royaume asiatique, histoire d'ajouter un peu plus d'exotisme, qui est le royaume de Tanzhou. Alors, il y a un personnage, je vous dis pas qui. Je ne vous dirai pas qui. Mais il y a un personnage dans mon livre, dans cet univers, qui passe brièvement, par le royaume de Tanzhou. Voilà. Histoire de donner un côté plus exotique. Histoire de vous faire voyager. Voilà. Ensuite, nous avons aussi la secte de l'amour, qui est dirigée par Madricharda. Voilà. Et qui est une secte qui a eu l'occasion d'avoir des terres. Pour tout vous dire, Madricharda, dans cet univers, dans ce calote, c'est à la base une princesse, donc elle est née dans une famille de riches, et grâce à sa richesse et à son charisme, elle a pu fonder une secte pour elle seule. Une secte, oui, mais elle a pu acheter des terres pour fonder sa secte. C'est dire. Et c'est un cas unique dans l'histoire de Scalot. C'est un cas unique. Seul Nadricharda a pu acheter des terres pour créer une secte et s'y installer. Elle a littéralement créé un mini-état. Un mini-état, mais géré par une secte. Voilà.
la secte de l'amour, qui certes est une secte de l'amour, mais qui cache de sombres secrets. De sombres secrets. Ensuite, nous avons le royaume d'Égyptomée. Égyptomée, Égypte. Voilà, c'est un royaume dirigé par un pharaon, forcément, et qui est en proie à une guerre contre les squelettes. Squelettes dirigés par un pharaon maudit. Voilà. Pas qui, mais voilà. Vous allez constater que plus au sud, il y a trois forts. En vérité, il y a une cité orque que vous voyez pas parce qu'elle est cachée par la webcam. Un fort orque et un second fort orque. Donc il y a 3 terres orques qui sont à peu près séparées. À peu près, non mais sérieux. Bref, il y a 3 clans. Voilà, il y a 3 clans orques qui sont éloignés les uns des autres. Ce qui ne les empêche pas de se foutre sur la gueule. voilà quoi. D'ailleurs, les orques dans cet univers ont la particularité qu'ils ont la fâcheuse tendance à chasser les intellectuels au profit des brutes. Ce qui fait que les orques intelligents, vraiment intelligents, sont constamment à l'extérieur. Donc ailleurs ils sont au royaume d'Égyptomée, ils sont dans le royaume de Beauclair, ils sont bref, ils sont à peu près partout, sauf dans leur clan, parce que les clans chassent les orques intelligents, quoi. Et les clans chassent littéralement c'est comme si un pays de nos jours chassait les scientifiques, si tu veux. C'est la même connerie, quoi. C'est la même connerie. Et ce petit détail fait que si jamais les orques commençaient à garder leurs scientifiques, leurs chercheurs, leurs inventeurs, bref, leurs intellectuels, si jamais les orques avaient l'idée de garder leurs intellectuels, ils deviendraient juste beaucoup plus puissants, voire invincibles. Et oui, oui, parce que être fort c'est bien, mais être fort et intelligent, c'est quand même vachement mieux. C'est quand même vachement mieux. Ensuite, nous avons l'Empire Bacchus. Alors, l'Empire Bacchus, en gros, c'est Rome. Alors, pour rien vous cacher, voilà, c'est Rome. L'Empire Bacchus, c'est la Rome antique, qui est, dans mon livre, en guerre contre l'un des royaumes, mais je ne vous dirai pas qui. Ensuite, nous avons le royaume de Sylvanor, qui est le royaume elfe par excellence. Bref, ce sont les elfes, c'est tout. Ce sont les elfes. D'ailleurs, les elfes, ils vivent jusqu'à 777 ans. Ils ont une vie extrêmement longue. Normal, c'est des elfes. Mais il faut bien se mettre en tête que ces elfes-là, mes elfes à moi, vivent jusqu'à 777 ans. Parce que j'adore le chiffre 7. C'est con, mais voilà. C'est tout pour dire. Il y a une mer. Il y a une espèce de lac entre le royaume nain de Trangar et le royaume de Sylvanor. Et ce lac, il contient en gros, c'est le domaine des sirènes et des tritons. C'est là où vivent les sirènes et les tritons. C'est dans cette zone-là. Vous voyez? Ah, dans ces eaux-là. Vous voyez?
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Notre histoire. L'histoire, notamment premier tome, le premier tome commence vraiment tout au nord. Vous voyez, il y a un bras de terre qui relie Nécrate à d'autres, au reste du monde, quoi, si vous voulez. Et il y a un petit village où il va se passer un événement, dans mon histoire qui va d'une immense importance. Voilà, il y a un événement d'une immense importance qui se déroule. Et le village, vous savez comment je l'ai appelé? Le village où se déroule notre histoire, il s'appelle Nordstark. Littéralement, Nordstark. Je vous dis, j'ai mis des références à peu près partout. Voilà. J'ai mis des références à Game of Thrones, au Seigneur et à tout. Voilà, j'ai vraiment fait un petit mélange de références entre des références à Game of Thrones, au Seigneur, mais aussi à l'histoire. Bref. Bon, il y a d'autres royaumes que j'ai pas encore. Comment dire, qui ne sont pas encore. Il y a plein de royaumes que je n'ai pas encore abordés dans le premier tome, mais qui viendront probablement, qui apparaîtront probablement dans le deuxième ou le troisième tome de mon livre Le Grand Jeu des Conquêtes. Ah oui, la guerre entre l'Empire de Moxva et l'Empire de Rusgali, c'est pas une guerre à la Moyen-Âge. C'est pas une guerre. Voilà. C'est la Première Guerre mondiale, si vous voulez. Parce que oui, à l'est, nous avons plutôt des civilisations plutôt steampunk, alors que vers l'ouest, nous avons des civilisations plutôt, nous avons des royaumes plutôt Moyen-Âge, Moyen-Âge français notamment. Et au sud, c'est plutôt Antiquité, voilà. Histoire qu'il y ait un bon mélange des genres. Mais tout en essayant de rester cohérent. Alors, comment garder une... Parce que la difficulté est là. Comment garder une cohérence quand vous avez des empires qui ont des armes à feu, littéralement, et des royaumes qui sont encore à l'âge du Moyen-Âge. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Eh bien, l'astuce est là. C'est que toutes les civilisations ont des mages. Voilà. Et la magie, dans cet univers, équilibre tout. Vraiment, la magie équilibre tout. C'est-à-dire qu'un canon peut se faire défoncer par une pluie de pierre. Ou alors, je sais pas moi... vous prenez par exemple... un dirigeable, voilà, un dirigeable peut se faire détruire par un mage. Donc vous voyez un peu le truc. D'équilibrer un peu les choses, j'ai vraiment voilà, mélangé magie et technologie, quoi. C'est ça le but. Et nous avons Nécrate. Alors au nord, il faut bien vous souvenir de ça. C'est que Nécrate, c'est pas juste un cimetière, c'est le point de départ de notre antagoniste. Un antagoniste qui a une histoire toute particulière. En gros, il s'est fait harceler. Voilà, il s'est fait harceler et du coup, il est devenu équipement. Bref, voilà. Je ne vous en dis pas plus. Et en gros, Nécrate, c'est un cimetière qui a été bâti, pas pour rien. Il a été bâti durant une époque où Skylout était ravagé par une peste. Voilà. Il y a eu une énorme peste dans tout Skylout, et du coup, les ancêtres de ces royaumes-là ont... Ah, bonjour, Grado bien gras.
bienvenue sur mon Twitch. Comme tu peux le constater, j'ai abandonné mon armure pour un t-shirt Game of Thrones. Winter is coming. Et pour aller. Et pour aller. Donc je disais à Nekrat. Merci. Malgré mon nez. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, gros lardon background. Donc, je disais qu'à Nekrat, c'est un cimetière qui a été construit pour fuir une peste énorme. Voilà. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai pas trouvé. Donc, Nekrat, c'est un cimetière qui a été bâti pour enterrer les morts très nombreux, trop nombreux, d'une peste, d'une énorme peste. Bref, voilà pourquoi Nekrat a été construite. Et quoi d'autre? Que pourrais-je vous dire d'autre? Oui, alors il y a, vous avez deux civilisations. Alors, je pense que là vous voyez pas trop, mais il y a bien deux royaumes. Non, nous avons le royaume de Trangar, mais aussi le royaume de Kal Oudou, je sais pas quoi là. Le royaume de Karaoudou. Le mec qui oublie ses propres noms de. Bref. Ça fait comme si tu donnais naissance à un fils et que tu oublies son nom. Absurde. Bref, passons. Le royaume de Brisemark, qui est un royaume steampunk, tout comme le royaume de Srosgali et le royaume de Moxra, sauf que le royaume de Brisemark est encore une fois inspiré de l'Allemagne. J'ai fait assez simple pour le coup. Voilà, de l'Allemagne. C'est très court, mais voilà. Et puis nous avons le royaume de Zenovie. Alors le royaume de Zenovie il est plutôt par là. Hein. Il est vraiment loin à l'ouest, hein, au nord-ouest. Ouais. Il y a une petite, il y a un petit territoire entre le royaume de Montelli et le royaume de Beauclair, qui, en gros, c'est un royaume qui n'est réservé qu'aux femmes. En gros, ce sont les Amazones. Alors, normalement, il y a aussi des dryades, sauf que j'ai pas encore décidé de où elles seront. Ah bon. De toute façon, ça va être... comment dire, ça va être uploadé. C'est enregistré de toute façon. Donc, n'aie pas peur. Voilà. Tu n'as rien raté. Tu n'as rien raté. Il y a aussi des... des vampires. Alors, les vampires. Oui, les vampires. On pourrait croire que les vampires sont le mal absolu, mais en fait pas du tout. Ils s'intègrent très bien aux sociétés humaines et ne posent pas beaucoup de problèmes. Il y a juste quelques éléments des vampires qui sont corrompus par le mal et qui servent l'antagoniste qui vient de Nekrat. Pour tout vous dire, les vampires qui ne font du mal à personne, hein, enfin ça dépend qui, mais voilà, bref. Les vampires dans la plus grande majorité, ils ne se nourrissent que de sang de bêtes. Ils ne boivent que du sang d'animaux. En gros, c'est comme si, ouais, voilà, au lieu de boire de la boisson, ils boivent du sang de loup, de renard, de lapin. Voilà. Donc, parce que sinon c'est pas des vampires, quoi, si tu veux. Parce que sinon c'est pas des vampires. Et dans les rares cas où les vampires passent du côté obscur, là effectivement, on a plutôt des attaques envers les humains et les elfes. Bizarrement, jamais les orques. Probablement parce que les orques ont un mauvais goût pour les vampires.
Voilà, c'est pour vous dire que les vampires sont pas des vampires clichés, quoi. Ça pourrait, mais je préférais donner un côté plus nuancé aux vampires. D'ailleurs, il y a plusieurs races de vampires dans l'univers. Et là, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il y a plusieurs races de vampires. Il y a les vampires... Bon... Je vais vous avouer un truc. J'ai pas encore très bien développé la race des vampires dans cet univers. Donc, passons. Passons. De toute façon, une fois que le livre, que le codex sera terminé, voilà, vous pourrez admirer le résultat, si vous voulez. Vous pouvez admirer le résultat. Ah, l'Empire... non, pas l'Empire, le Royaume de Montélie. Est-ce que vous voyez Camelot? Voilà. J'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Royaume de Montélie égale Camelot. Royaume de Beauclerc égale Duché de Toussaint de The Witcher 3. C'est la référence. C'est les références de base de ces deux royaumes qui, curieusement, se sont jamais foutus sur la gueule. Le royaume de Montélie et le royaume de Beauclerc, ils sont copains comme cochons. Hein, ils sont du genre à facilement s'allier et à jamais se foutre sur la gueule. Alors, comment se fait-il qu'ils ont autant de territoire? Mais c'est tout à fait normal. Avant leur arrivée, il y avait surtout des bandits qui avaient construit des forteresses un peu d'ici et là. Il y avait vraiment des bandits qui ont construit des bases, et c'est avec ces bases que leurs royaumes se sont étendus et construits. Voilà. Il y avait aussi des arrangements politiques et tout, mais bref. Mais ils ne se sont jamais fait la guerre. Voilà. Ce sont des frères. Voilà. Le royaume de Montélie et le royaume de Beauclerc, qui sont inspirés à la fois de Camelot et à la fois du duché de Toussaint dans The Witcher 3, mais aussi du royaume de France. Du royaume de France. Attention, le royaume de France, dans le sud de la France. On est d'accord. On est d'accord, dans le sud. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée de ces deux royaumes. Et ces deux royaumes, je le répète encore une fois, ils ne se sont jamais fait la guerre. Ils se sont construits sans jamais faire couler le sang, mais uniquement en conquérant des forteresses abandonnées ou aux mains de bandits, ou alors en colonisant des terres qui de toute façon il n'y avait personne, des terres qui étaient abandonnées. Bref, en gros c'est comme si vous lanciez une partie de Medieval Total War et que la majorité des terres étaient détenues par des rebelles. En gros, c'est ça. Et nous avons aussi le royaume de Feremagne, qui est un royaume que j'ai pas encore beaucoup développé, mais qui pour le coup s'approche plus d'un d'un Moyen-Âge, comment dire, un Moyen-Âge mais un peu plus sombre, vous voyez. Fer et magne, voilà, fer et magne. D'ailleurs que là, ça va être très con, ça va être très débile, mais pour moi, fer et magne, ça ne peut être qu'un royaume dédié à l'exploitation de la pierre et du fer. Fer et magne, voilà, fer et magne, voilà, fer, magne, fer et magne. C'est con, c'est idiot, mais ça marche. Voilà. Donc voilà après pour mon univers. Après, comment ça a été créé? Oh putain! Il faut absolument que je vous raconte comment a été créé l'univers de Skylout. Donc, il faut que je revienne sur il faut que je trouve le chapitre qui parle de la création de l'univers. Et je crois que l'univers que je répète a été créé par la grande déesse Terra. Ouais, moi c'est plus par là. Je lui fais une aïe. Ah oui. Je lui fais une aïe, Mère Terra pour protéger. Les Valkyries. Alors les Valkyries, c'est des Valkyries. Que je vous dise.
Quoique, tiens, je vais en profiter pour pour vous lire le chapitre sur les Valkyries. Donc, les Valkyries. Les Valkyries sont des femmes à la peau blanche comme les nuages. Ce sont des déesses mineures créées par la déesse Mère Terra pour protéger tout ce qu'elle a façonné de ses mains divines. Elles portent toutes de lourdes armures étincelantes et chevauchent des licornes ailées, une race si rare qu'il est bien plus facile de trouver le Graal que l'une d'entre elles. Ces créatures sont d'une rapidité fulgurante et leur peau est aussi dure que l'acier. Cela n'empêche pas les Valkyries de leur ajouter une armure par-dessus pour les protéger davantage. Armées de lances et d'épées, de boucliers et même d'arcs et de flèches, les Valkyries sont des guerrières redoutables. Elles sont au nombre précis de 777. À 40 fois, on retrouve mon chiffre préféré qui est le 7. Leur beauté dépasse l'imagination. Vraiment, elles sont magnifiques. Hein. Toutes sont blondes aux yeux bleus. Ah, raciste. Rares sont les simples mortels à avoir pu leur adresser la parole. Et gare à ceux qui oseraient les attaquer. Leur force est tout simplement inhumaine. Culture et mode de vie. Les Valkyries vivent dans l'Olympe, un royaume caché dans les nuages. Elles passent la majorité de leur temps à 1. S'entraîner en attendant que leur mère, la déesse Terra, les appelle pour une mission sacrée. Elles attendent ainsi depuis des siècles. Pour se divertir, elles aiment passer du temps avec d'autres dieux, mâles, et certaines trouvent même l'amour. Cependant, elles sont incapables d'engendrer des enfants, mais cela ne les attriste pas, car elles n'ont pas été créées pour procréer, mais pour servir leur mère Terra. Elles sont immortelles, ni la maladie, ni la vieillesse ne peuvent les tuer, bien qu'une mort au combat reste possible. Après une bataille victorieuse, elles aiment boire à la grande salle des banquets d'Asgard, au Valhalla, auprès des âmes des guerriers morts glorieusement. Elles y écoutent les récits des héros tombés, le tout autour d'un bon verre d'hydromel. Mais elles ont un code strict qui leur interdit de se mêler des affaires terrestres sans l'accord de leur mère, la déesse Terra, sous peine de mort. En termes de religion, les Valkyries n'ont pas besoin de vénérer qui que ce soit. Elles sont des déesses elles-mêmes. Par défaut, elles n'ont pas besoin de prier qui que ce soit parce qu'elles sont elles-mêmes des dieux. Voilà. Relation avec les autres peuples. Elles sont neutres, sauf envers les orques et l'armée des morts. Voilà pour les Valkyries. Bien sûr, elles n'ont pas de territoire, faut pas déconner, hein. Où est le lore où est le passage qui raconte l'histoire de la création de Terra, de Scalo que je raconte. Il faut que je trouve le passage. Oh non, oui, c'est sapristi. D'ailleurs, j'hésite à ajouter une espèce de race de vikings dans mon univers. Ouais, Mamouni, j'arrive. Je reviens. Qu'est-ce que veut que je dise? Je reprends ici. On reprend. Donc il faut que je retrouve le chapitre qui parle de la création de l'histoire du monde. Faut juste que je trouve. Ça prend du temps, mais oui.
Ah, yes, création du monde. Création du monde, c'est là. C'est au chapitre 4, si je ne m'abuse. Mais s'il te plaît, chapitre 4, moi oui. Colis. Ah, est-ce que vous êtes prêts? Chapitre 4, la création du monde. Donc, histoire du monde de Skylout. La création du monde, le monde de Skylout, fut créé par Terra, la mère de tous. Mais elle ne pouvait tout faire seule. Alors pour l'aider dans sa tâche divine, elle donna naissance à d'autres dieux. Arwell, la grande déesse des elfes, Abba, déesse des hommes, Guimandis, dieu forgeron créateur des nains, Atlantis, déesse des océans, mère des sirènes et des tritons, Ama, déesse de la nature, douce mère des Amazones, des fées et des elfes là. Mais un jour, un dieu malfaisant, Erma-Uma, surgit du néant. Il créa à son tour des êtres sombres. Mysandria, mère des dryades ténébreuses, Marshtok, père brutal des orques, Detlaf, le dieu des ténèbres, créateur des vampires. Et là, il y a plusieurs âges dans la création du monde. Les âges du monde. Premier âge, l'âge du feu, il y a à peu près 7000 ans. La planète n'était alors qu'un vaste enfer de cendres et de flammes. Terra, attristée par cette création brûlante et sans vie, versa un chagrin si profond que ses larmes déclenchèrent un déluge d'eau salée. Ce fut la fin du feu. En gros, elle arriva sur une planète de merde et elle eut pitié de la planète, et elle pleura tellement que ça éteignit les feux. Ensuite, le deuxième âge, l'âge de l'eau. Le monde fut submergé sous les eaux. Les continents avaient disparu. Pendant cet âge, Terra s'unit à un dieu mystérieux dont le nom fut perdu à jamais, à cause d'une tasse de café renversée par l'unique copie d'un vieux manuscrit. Merci le stagiaire. Dans cette union oubliée, naquirent les grands dieux créateurs des races. Mais sans Terre, leur enfant ne pouvait exister. Alors Terra, secouée par la honte et la peur, trembla si fort qu'elle ravia les volcans du fond des mers, faisant surgir les premiers continents. Puis arriva le troisième âge, l'âge de la naissance. La vie put enfin éclore. Les dieux créèrent les premières races. Elfes, d'abord, hommes, nains, sirènes, fées, etc. Mais ces peuples étaient encore faibles, perdus dans une nature très sauvage. Puis le quatrième âge vint l'âge des colonies de pierre. Les races commencèrent à se regrouper, à s'organiser. Ils maîtrisèrent le feu, fabriquèrent des outils de pierre, des armes rudimentaires et créèrent les premières colonies. Puis le cinquième âge, l'âge des mines. Peu à peu, les peuples creusèrent la terre à la recherche de pierres, de métaux et de richesses. C'est à cette époque que commencèrent à apparaître des villes, forteresses et royaumes. Sixième âge, l'âge des premiers guerriers. Avec la croissance démographique vinrent les conflits. Les territoires ne suffirent plus et les différences entre les peuples menèrent à la guerre. Mais après bien des batailles, les royaumes comprirent
qu'il était bien plus rentable de faire du commerce que de verser le sang. Au 7e âge, l'âge d'or de la paix, les civilisations prospérèrent. Paix, harmonie, échange. C'était une époque bénie, mais cette paix ne plaisait pas à tous. Le retour du mal, un dieu malfaisant, revint dans l'ombre et engendra de nouvelles abominations, orques, vampires, démons. Il apporta aussi les maladies. Pour sauver le monde, Terra fit un dernier geste. Elle envoya la magie sur Skylout afin d'aider les peuples à se défendre et à guérir. Mais le roi du mal répliqua. Il offrit à ses serviteurs une magie noire, capable de contourner la mort en échange de leurs âmes. Ainsi naquit la nécromancie. Ainsi naquit la nécromancie. Pouvoir de lever les morts, contrôler des zombies et des squelettes. Au 8e âge, l'âge sombre, les maladies se répandirent, les morts se relevèrent, les royaumes tombèrent, les peuples apprirent dans la douleur à contrôler la magie. Les écoles de magie furent créées pour former soigneurs, mages de guerre, exorcistes, etc. Au 9e âge, l'âge de la magie. D'ailleurs, Nécras a été créé au 8e âge, précisément pour enterrer tous les malades des pestes. Enfin, de la peste plutôt. Bref. Au 9e âge, ce fut l'ère de l'âge de la magie. La magie devint courante, trop même. On l'utilisait pour tout et n'importe quoi. Soigner un rhume, retrouver ses clés, faire réchauffer sa soupe. Face aux abus, les rois et empereurs établirent des lois strictes interdisant la magie noire et réglementant l'usage des sorts. Au 10e âge, la belle époque. Magie et technologie coexistèrent en harmonie parfaite. Les civilisations prospérèrent. Tout semblait maîtrisé. Le mal était contenu. Les connaissances avancées et la paix régnaient de nouveau. En somme, comme la belle époque historique où tradition et technologie se mêlaient parfaitement. Puis vint le 11e âge, le retour du chaos. Parmi les mages noirs qui avaient survécu, un seul dépassa les autres en puissance. Il offrit son âme pour acquérir des pouvoirs démesurés. Des milliers de cadavres furent relevés et des centaines d'habitants disparurent mystérieusement. Et donc, l'âge de Skylout, c'est bien ça. C'est bel et bien le 11e âge. Il y a eu quand même des événements majeurs, comme l'invention du feu, enfin, la découverte du feu plutôt. Je vais plutôt dire la maîtrise du feu. Ouais. La roue, les premiers outils, l'apparition de la médecine, la découverte de la magie, la fondation des premières écoles magiques. Voici une petite frise chronologique de Skylout. En 7000, âge du feu. Le monde est... Non, ça je pense que je vais zapper parce que de toute façon ça serait du redit quoi. Âge des mines, âge des premières guerres, âge d'or de la paix, âge sombre, âge de la magie, à l'époque, tout ça. Bref. Ah, chapitre 5. La magie et la technologie. Sur Skylout, magie et technologie coexistèrent et s'entrelacent. Les différentes races qui peuplaient le monde disposent d'innombrables outils allant des plus rudimentaires, comme les charrettes en bois, aux plus avancés, tels que les trains à vapeur utilisés par les empires les plus riches. Beaucoup aiment à penser que la magie et la technologie sont comme la science et la religion, deux forces opposées qui ne peuvent cohabiter. Mais cette croyance est fausse. En vérité, de nombreux objets fonctionnent parfaitement
parfaitement grâce à l'union des engrenages et d'une pincée de magie. Pensez par exemple à cette montre à gousset légendaire que l'on dit fabriquée par les Alphelins. Bien que complexe, elle est réapparue d'elle-même grâce à un sort d'antivol après avoir été volée, ou encore ces voitures à cheval tirées par de véritables licornes réservées à l'élite. Sans oublier ces navires capables de voler dans les airs propulsés par une magie ancienne. Je pourrais multiplier les exemples, mais les faits sont là. Magie et technologie se mélangent comme deux ingrédients complémentaires. Bien sûr, certains choisissent de vivre uniquement avec la magie, rejetant toute technologie. D'autres, à l'inverse, misent tout sur la technologie et abandonnent les arts magiques. Mais ces cas extrêmes sont rares. La majorité des habitants de Skylout vivent au quotidien avec les deux. Cependant, tout a un prix, même la magie. Les mages qui travaillent dur à enchanter des objets pour les comptes et les grandes entreprises doivent être bien payés. Plus la magie est puissante, plus le tarif grimpe, car derrière chaque enchantement se cachent des années d'apprentissage et de savoir-faire. Par exemple, un train à vapeur. Pardonnez-moi, faut que je me mouche. Par exemple, un train à vapeur enchanté peut coûter des milliers de pièces d'or, tandis qu'une voiture tirée par une licorne vaut le prix d'un château. A l'inverse, certains outils enchantés simples, comme un petit chauffage magique, ne valent qu'une vingtaine de pièces d'or. En revanche, un tournevis capable de visser tout seul avec une extrême précision peut atteindre jusqu'à 100 pièces d'or, même d'occasion. Ainsi, les plus pauvres peuvent se contenter d'objets modestement enchantés suffisants pour réchauffer une pièce ou allumer un feu. Les plus riches, eux, peuvent vivre comme des rois avec des merveilles techno-magiques qui te permettre de... Excusez-moi, je suis un peu... Voilà. Les plus riches, eux, peuvent vivre comme des rois avec des merveilles techno-magiques qui leur permettent de participer à une fête à l'autre bout du monde et de rentrer chez eux le soir, même sans passer par des moyens de transport classiques. En gros, ils peuvent se téléporter. Bref, les plus riches peuvent se téléporter, mais ça dépend des cas. Hein. Bref, parmi les objets les plus rares et les plus chers, certains relèvent presque du mythe. Il y aurait, dit-on, une coupe capable de donner la vie éternelle, le légendaire Graal. Un oreiller enchanté serait capable de créer des rêves vivants à chaque fois qu'on y pose la tête. Et une cape d'invisibilité aurait été perdue un jour par un simple écolier magique. En bref, la technologie et la magie dominent le monde de Skylout. Elles façonnent le quotidien, inspirant les rêves et offrent à chacun, du plus humble artisan au grand empereur, les moyens de vivre, d'innover et de voyager ou de se détendre. Car au-delà du confort, ces forces combinées sont aussi les piliers de la résistance contre les ténèbres. Grâce à elles, Skylout peut tenir tête aux forces du mal, repousser les créatures de l'ombre, les tyrans maudits et les abominations venues d'autres plans. Sans cette alliance unique entre engrenage et incantation, le monde aurait sans doute été sombre depuis longtemps. C'est cette harmonie fragile entre l'ancien savoir des mages et l'inventivité des artisans qui fait que Skylout est un monde unique. Et un cours debout. Terra, la déesse créatrice. Ça, je pense que j'avais déjà, je pense que ça j'ai déjà lu. Ouais. Bref.
Là, ok, 17h14, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé mon petit stream tout joli, tout beau, tout mignon. Enfin, j'espère. J'espère que vous avez aimé mon stream. Sinon, tant pis. Hein, sinon, tant pis, hein, je vais pas vous obliger à arriver. Et évidemment. Donc, voilà. Ce sera en 3 tomes. 3 tomes pour vous raconter l'immense histoire de ce que... Bien sûr, c'est 3 tomes et un codex. C'est là où c'est beau. 1 tome, 2 tomes, 3 tomes et un codex. 1 tome, 2 tomes, 3 tomes et un codex. 1 tome, 2 tomes, 3 tomes et un codex. Afin de vous raconter l'immense histoire du grand jeu des conquêtes. Mais je l'avoue, le lore reste encore à affiner, c'est clair. Le codex reste encore à être modifié. Ça, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore du travail à faire sur le codex. Aïe 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 aïe. Ah, cette musique. Ah, la musique. Perfecto. Ah, Dieu bénisse les musiques de The Witcher 3, quoi. Pas de la série, par contre. La série, je préfère ne pas en parler, sinon ça va m'énerver. Mais le jeu est une petite pépite. C'est du miel. Le jeu, c'est du miel. Oh, pied d'affaires. Moi, je suis timide d'affaires, bah le coup. Timide d'affaires. Timide. Non. Si? Non, pas vous montrer le... Non, rien. Ah. Bon. Tranquille. Peut-être que je peux vous montrer... Non. Ah, mais c'est pas possible, le combinaison est tombé. Le combinaison est tombé. Allez, ça fait presque 18 minutes, ça fait des ça fait 18 minutes que on stream. C'est le stream de l'impossibilité la plus impossible. Oh. Allez, je m'arrête là. En tout cas, prenez soin de vous et rompez, soldats.